Salut à toi cher passionné, bienvenue sur cette vidéo. Ici Spartan pour digitalpainting.school. On continue avec les vidéos gratuites du programme indispensable, cette série de cours premium disponible sur digitalpainting.school. On continue dans l'ordre avec les vidéos du chapitre 1 dédiées aux broches principalement, mais également à tous les outils utiles pour le digital painting dans Photoshop, comme les calques, la transformation, les masques, etc. Allez, bon visionnage l'artiste. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Vous avez à gauche votre barre d'outils et vous voyez que j'ai sélectionné l'outil pinceau. Le raccourci et la touche B, c'est toujours bon à connaître, sachant que vous allez l'utiliser absolument tout le temps. Tout d'abord, je vais vous expliquer la grande différence entre l'utilisation de cet outil avec la souris et avec une tablette graphique. Je vais faire tout de suite, à l'aide de ma souris, un trait à la souris. Vous voyez ce que ça donne, c'était pas très beau. Ce n'est pas très droit et surtout il n'y a aucune variation dans le trait, ni sur l'épaisseur, ni sur l'opacité, etc. Maintenant, je vais prendre mon stylet. Et vous voyez que le rendu des traits est tout de suite très différent. Déjà, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus droit, mais surtout, vous voyez que l'opacité varie. Alors cela est dû à la raison suivante. C'est que votre stylet, bien sûr, vous apporte beaucoup plus de précision que la souris puisque vous le tenez comme un crayon, mais surtout, il gère plusieurs paramètres que la souris ne gère pas. À commencer par la gestion de la pression. Et c'est là vraiment un des points les plus importants, si ce n'est pas le plus important, de votre stylet. Et c'est pourquoi il est très important d'avoir une tablette graphique de qualité avec un bon stylet. La gestion de la pression vous permet de modifier les paramètres et l'affichage de rendu de votre pinceau en fonction de la force avec laquelle vous allez appuyer sur le stylet. Un petit peu comme avec un crayon. Plus vous allez appuyer fort, par exemple, plus votre trait va être foncé, ou large, épais. Le principe est le même, il est reproduit de manière numérique dans Photoshop. Cela est le cas grâce à quelques réglages assez basiques qu'on va passer en revue. Là, vous avez vu qu'à l'aide de la touche F5, j'ai ouvert mon panneau de forme. C'est ici que je vais pouvoir régler tout ce qui touche à mon pinceau. Vous voyez qu'il y a énormément de menus, énormément d'options, on va passer tout ça en revue, jusqu'à ce que cela n'ait plus de secret pour vous. Alors, je vais déjà commencer par décocher toutes ces petites choses. Et reprenons le pinceau le plus basique. Donc ça, c'est le brush de base, de forme ronde. Et vous voyez qu'il n'y a aucune variation, ni dans l'opacité, ni dans le flux, ni dans la taille, ni dans la couleur, dans absolument rien. Peu importe comment j'appuie, je garde une forme ronde qui suit la trajectoire de mon stylet. Maintenant, le premier réglage qu'il est bon de connaître, et celui qui est absolument essentiel, c'est celui de l'opacité en fonction de la pression. Pour cela, vous pouvez soit passer par ici, transfert, et vous voyez lorsque je clique dessus que j'ai effectivement variation de l'opacité. Ici, je vais faire en fonction de la pression de la plume, et vous voyez immédiatement que dans l'aperçu en bas, le rendu change. Donc maintenant, lorsque j'appuie doucement, l'opacité est très faible, et si j'appuie plus fort, mon opacité augmente jusqu'à devenir complètement opaque. Beaucoup plus rapide que de cliquer ici sur transfert, vous pouvez aller là rapidement sur ce petit raccourci qui a été ajouté à Photoshop depuis quelques versions. Donc c'est bien pratique. Donc ça c'est vraiment le premier réglage, donc ça vous permet de faire varier la pression, l'opacité du stylet en fonction de la pression. Un autre réglage qui est très utilisé est de faire varier l'épaisseur de votre trait en fonction de la pression. Pour ça, vous allez aller dans dynamique de forme. Ici, vous voyez que, un petit peu comme avant, on a variation de la taille. Si maintenant je le modifie de façon basique, vous voyez que j'ai un rendu un petit peu bizarre au niveau de mon brush, et c'est pas vraiment le rendu qu'on attend. Pour ça, comme avant, il faut aller dans Contrôle et choisir pression de la plume. On remet ça à 0%, et là, comme par magie, plus j'appuie fort, plus mon trait va être épais. Et moins j'appuie fort, plus il va être fin. Vous pouvez même ici faire varier le diamètre minimal. Voilà, si je reviens à 0%, mon trait va être encore plus fin.
Donc ici, rien qu'avec ces quelques petits réglages basiques, vous avez vraiment le noyau dur de ce qu'est concrètement le digital painting. C'est vraiment l'outil brush avec un stylet et des options qui vont varier en fonction de la pression de votre stylet. Maintenant, voyons tout de suite comment est-ce que nous pouvons utiliser ça de façon plus naturelle et surtout de façon plus efficace, notamment à l'aide de l'outil gomme juste ici. Donc le raccourci c'est la touche E. Donc la gomme fonctionne exactement comme le brush, c'est-à-dire que vous pouvez changer toutes les options ici, vous pouvez changer la forme de votre brush, de votre gomme pardon, comme s'il s'agissait de l'outil pinceau. Donc vous avez exactement les mêmes réglages. Voilà pour la base de la base du brush. Cependant, ce n'est pas tout, ça ne suffit pas pour faire du digital painting. Le deuxième ingrédient qu'il est essentiel de connaître, c'est l'emploi des calques. Alors toute la deuxième partie de ce chapitre va y être consacrée, et on va voir en détail tout ce qu'ils sont capables de faire. Cependant, très rapidement, laissez-moi quand même vous expliquer de quoi il s'agit, sans quoi on ne pourra pas passer à la suite. Je reprends mon outil pinceau, et je vais vous emmener ici dans le panneau des calques. Vous voyez que par défaut, j'ai un calque présent dans mon document. Donc je suis toujours obligé d'avoir par défaut au minimum un calque. Vous ne pouvez pas en avoir 0. Comme vous le voyez d'ailleurs, l'icône me montre bien qu'il est impossible de le supprimer. Si je dessine sur ce calque, c'est un petit peu comme si je dessinais sur une feuille de papier. Et là où, contrairement au dessin, on va pouvoir aller beaucoup plus loin, c'est en créant d'autres calques. Elles vont s'ajouter par-dessus le calque précédent, un petit peu comme une pile de calques, à la façon d'une feuille de papier calque, les mêmes feuilles qu'on utilisait en primaire. C'est-à-dire que si maintenant je crée un nouveau calque grâce à cette icône juste ici, ou alors au raccourci CTRL-N, voilà, je fais OK, on peut bien sûr lui attribuer un nom, calque 2 DP School, voilà par exemple. Donc vous voyez que j'ai un nouveau calque qui s'est ajouté par-dessus le précédent, et ce dernier est transparent. C'est pour ça qu'on a cette espèce de mosaïque blanche et grise, c'est pour montrer la transparence. Donc mon premier calque, comme vous le voyez, n'est pas transparent, il avait vraiment un fond blanc, et les quelques traits bleus qu'on retrouve ici sur la miniature, tandis que ce calque-là est totalement transparent. Je peux le déplacer, ça n'a aucune incidence, tout simplement parce qu'il n'y a rien dessus, il n'y a aucun pixel qui a été ajouté sur ce calque. Mais c'est ce que je vais faire dès maintenant, en ajoutant une seconde couleur. Voilà, là vous voyez que j'ai passé 2 petits coups de brush sur ce calque. On peut voir sur la miniature d'ailleurs qu'ils ont été bien ajoutés. Et je peux déplacer ce calque. Et vous voyez que seulement ces traits-là se déplacent. Et là où ça va être vraiment puissant, c'est que ces calques, un petit peu comme des feuilles de papier calque, vont pouvoir se superposer les uns par-dessus les autres. Et la transparence est prise en compte, comme vous pouvez le voir ici. Vous allez voir assez rapidement lorsqu'on va avancer dans ce chapitre et dans les suivants, que tout repose sur ce système de transparence, de calque. C'est vraiment couplé à la gomme et au pinceau, ce qui fait 80% de vos outils numériques. Donc c'est très pratique parce que si maintenant je rajoute encore une couleur par-dessus, admettons que cette fois-ci je suis en train de dessiner un personnage, je vais cette fois-ci dessiner la tête sur un autre calque, et je me rends compte qu'en fait j'ai envie de revenir en arrière, j'ai envie de gommer la partie que j'ai faite précédemment. Par exemple le corps. Admettons que le cou dépasse trop loin sur le visage, peu importe, je peux revenir sur mon calque précédent, et je peux le gommer. Et lorsque je le gomme, vous voyez que cela n'affecte pas ni le calque en dessous, ni le calque au-dessus. De même, si je veux gommer celui du dessus, je peux isoler l'élément sur le calque à part, je peux le redéplacer, je peux le gommer, et c'est là toute la force de Photoshop. Alors sans même m'en rendre compte de façon très instinctive, je vous ai montré l'outil gomme, donc celui-ci est juste ici, raccourci E. Donc à connaître par cœur évidemment, puisque vous allez sans cesse switcher, c'est-à-dire passer entre le pinceau et la gomme, vous allez le faire sans cesse, donc connaissez ces raccourcis par cœur. Donc la gomme, vous l'avez bien compris, permet de gommer les pixels qui sont présents sur un calque. Alors on peut les gommer de la même façon qu'avec le pinceau, soit complètement, soit en transparence en faisant varier l'opacité du pinceau. Donc exactement comme avec l'outil pinceau. Je vais maintenant supprimer ces calques, remplir à nouveau celui-ci de blanc, et sur un nouveau calque, je vais aller un petit peu plus loin dans mes explications. Alors toute la force du digital painting
c'est que nous ne sommes justement pas uniquement limités à cette forme ronde de base. Même s'il y a déjà plein de réglages qui sont offerts et qu'on peut paramétrer à souhait et obtenir une multitude d'effets différents juste grâce à ça, on peut également changer la forme de la brosse. Pour cela, on va faire un clic droit avec l'outil pinceau sélectionné sur la surface de travail. Et là, ça m'ouvre un petit panneau que vous allez ouvrir sans cesse. Dans ce panneau des brushes, vous allez pouvoir choisir la forme de votre pinceau. Chacune de ces formes peut être différente. Par exemple, ici, j'ai un hexagone. De même ici, j'ai une forme encore plus fantaisiste. Voyons encore une autre forme, ici. Ici, nous allons reprendre un rectangle basique. Ici, vous voyez qu'on a une forme de rectangle. Et non seulement ces brushes vont avoir des formes différentes, mais vont aussi avoir des paramètres et des réglages différents. Et c'est là toute la puissance de Photoshop. Donc comme vous l'avez vu avant, on peut non seulement faire varier sa forme, mais également l'opacité, la taille du pinceau, mais également tout un tas de réglages différents. Passons-les en revue tout de suite. Alors pour ça, je vais reprendre mon brush de base rond, je vais rouvrir avec F5 le panneau des formes, et on va passer un petit peu tour à tour dans chacun des menus pour voir à quoi cela correspond. Alors, vous voyez déjà ici que vous retrouvez votre bibliothèque de formes disponible. Juste en dessous, vous pouvez changer la taille. Donc là, un trait à 46 pixels, ici à 158. Vous voyez que la taille n'est pas la même. Ensuite, ici, vous pouvez faire varier l'angle de votre brush. Alors, ici, ça ne servira à rien puisque j'ai un brush rond. Mais si maintenant vous avez un brush un peu plus fantaisiste, qu'il soit carré, hexagonal ou une forme encore totalement différente, vous pouvez faire varier son angle ici. On le verra d'ailleurs sûrement plus tard lorsqu'on abordera les custom brush, c'est-à-dire les brushes personnalisés. Donc ensuite ici nous avons la dureté, ça c'est un élément très important. C'est-à-dire que là, j'utilise un brush dur. Vous voyez que si je zoome, ces bords ici sont complètement opaques, ils sont complètement droits, la différence entre le fond et le coup de pinceau est très nette. Au contraire, si maintenant je passe à une dureté 0% et que je refais un coup de brush, vous voyez que les contours sont totalement flous et vaporeux. On va retourner à 100%, et je vais vous montrer maintenant à quoi sert le pas. Ici, j'ai un pas à 1% qui est au minimum. Vous voyez que mon trait est parfaitement fluide. Si maintenant j'augmente le pas, vous voyez que l'espacement entre chaque coup de brush va être augmenté. Et le rendu est totalement différent. Si je passe un pas de 100, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ici créer des effets de répétition extrêmement pratiques. Je vais d'ailleurs vous en montrer un exemple tout de suite, avec un petit brush personnalisé qui traîne sur le net depuis très très longtemps, et qui est utilisé par des centaines, si ce ne sont pas des milliers de digital painters, c'est celui de la chaîne. Vous voyez que là j'ai un brush en forme de chaîne, un maillon uniquement de chaîne, et lorsque je vais passer un coup de pinceau, comme par magie, j'ai une chaîne qui se crée et qui suit la trajectoire de mon stylet. Est-ce que c'est pas beau? J'en ai même une deuxième à vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est notamment réglé grâce au pas. Vous voyez qu'ici, on a un pas de 192, ce qui correspond à la taille du pinceau. Si j'augmente, mes maillons ne vont plus être accrochés, et si au contraire je les diminue trop, ils vont se superposer. Je reviens sur mon brush de base. Je retourne sur un pas de 1 et on va passer au panneau suivant. Donc celui-ci, j'en ai déjà parlé, c'est la variation de la taille. En général, on ne s'en sert que en fonction de la pression de la plume, diamètre minimal à 0 ou au-delà si vous voulez. Donc là, comme je vous l'avais montré, l'épaisseur, la taille, le diamètre de votre forme va augmenter ou diminuer en fonction de la pression. Moins vous appuyez fort, plus ça va être fin, et plus vous appuyez fort, plus ça va être épais. De même ici, vous pouvez faire varier l'angle. De la même façon, vous pouvez le faire varier en fonction de la pression. Ça peut être très pratique lorsque, encore une fois, vous avez des brushes qui ont des formes différentes. Je vais prendre par exemple un brush carré. Voilà, qui est juste ici. Donc vous voyez qu'en plus, il a une texture dedans. Je vais désactiver tout ça.
Voilà, on va garder juste le transfert, donc la variation de l'opacité en fonction de la pression, la taille, et je vais maintenant faire varier son angle. Vous voyez que par défaut, sur ce brush, si je la désactive, l'angle ne change pas. Vous voyez que l'angle du brush est exactement le même, peu importe la direction dans laquelle je vais. Si par contre maintenant, je reste à 0%, mais que je mets la direction, là maintenant, vous voyez que mon brush se tourne en fonction de la direction de mon coup de brush. Une autre option qui peut être intéressante en fonction de votre brush et de l'effet recherché, peut être de le faire varier en fonction de la pression de la plume. Vous voyez que lorsque je n'appuie pas très fort, la pression reste à peu près la même, et dès que je fais varier ma pression, le brush tourne. Comme vous en doutez, les combinaisons sont absolument infinies. Entre la forme de votre brush, entre le réglage de l'angle, de la taille, de la pression, etc. Vous avez déjà des possibilités infinies. Mais ce n'est pas tout ce que Photoshop nous réserve. On va maintenant passer à l'onglet suivant, la diffusion. Alors je vais reprendre mon brush basique, rond à dureté 100%, qui varie en fonction de l'opacité. Je vais maintenant lui rajouter une diffusion. Vous avez un aperçu juste en bas de ce qui va se passer lorsque je vais faire varier la diffusion. Plutôt que de rester sur mon axe, sur la destination de mon stylet, le brush va être diffusé tout autour. Alors là, je vais réduire la taille de mon brush parce que vous allez voir que ça prend beaucoup plus de place que lorsque le brush n'avait pas tous ses réglages. Je vais désactiver ici la variation de la taille en fonction de la pression. Comme ça, il n'y a vraiment que la diffusion et l'opacité qui vont changer en fonction de ma pression. Alors, si maintenant je mets un coup de pinceau, vous voyez ce que fait la diffusion. Ça permet de diffuser les coups de pinceau tout autour de l'axe de votre coup de stylet. Maintenant, je reviens dans ce panneau et je vais faire varier la diffusion en fonction de la pression. Donc là, pour vous montrer ce que ça donne, je vais même désactiver la pression, l'opacité, pardon. Et je vais remettre un petit coup de pinceau. Là, vous voyez que plus j'appuie fort, plus le pinceau va être diffusé, c'est-à-dire plus il va prendre de l'espace. Ensuite, et c'est là que ça devient très puissant, je peux coupler ça avec la variation de l'opacité, avec la variation de la taille également. Donc vous voyez ce que ça peut donner. Je peux ensuite aller encore plus loin avec cette diffusion. Si maintenant, je peux aussi faire varier le nombre de fois que la forme va s'afficher. Vous voyez, plus je l'augmente, plus la diffusion va être dense. Donc ça, comme on le verra sûrement plus tard, en fonction de votre custom brush, cela peut donner des effets très intéressants. Vous pouvez remarquer d'ailleurs lorsque je fais mes coups de brush que quelquefois j'ai droit à quelques petits ralentissements. En effet, sachez que certains réglages, et surtout la diffusion, je pense que c'est celui-ci en particulier, certains réglages sont très gourmands en performance. C'est-à-dire qu'ils vont demander plus d'efforts à votre processeur. Donc si jamais vous avez un ordinateur qui est assez faible, essayez de limiter les effets et surtout la diffusion. De plus, le critère le plus important par rapport au ralentissement de l'ordinateur, c'est la taille de votre brush. Plus il va être grand, plus cela va ralentir le processeur. Vous voyez que là, j'ai agrandi la taille de mon pinceau et vous voyez que ça met un temps fou à s'afficher. Si maintenant je réduis la taille du pinceau, c'est de nouveau fluide. Donc prenez toujours en compte, si jamais vous avez des ralentissements, que vous feriez mieux de changer de brush, soit en réduisant sa taille, soit en désactivant quelques options comme la diffusion. Passons au petit volet suivant. On va désactiver la dynamique de forme ainsi que la diffusion et on va aller du côté des textures. Ensuite, pour vous montrer la texture, je vais prendre un brush qui est déjà texturé de base. Je vais reprendre d'ailleurs le brush que j'avais juste avant, à savoir mon petit rectangle. Ce dernier est un peu plus bas, juste ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment une texture qui s'applique à mon document lorsque je passe un coup de pinceau.
On va rouvrir le panneau de forme, et comme vous allez le voir, il y a ici texture qui est enclenchée. Donc la texture, vous l'avez compris, permet en fait, dans le passage de votre pinceau, d'afficher des variations de texture. Donc si je désactive ça, j'ai ici un trait de pinceau tout à fait normal, et si je réactive texture, vous voyez que la texture se voit en transparence à l'intérieur. Vous pouvez faire varier ici la luminosité, l'échelle de votre texture. Vous voyez qu'ici, par exemple, la texture est très petite. Si j'augmente l'échelle et que je refais un coup de pinceau, vous voyez que les motifs apparaissent beaucoup plus grands à l'intérieur. Voilà, je vous laisserai expérimenter tout ça chez vous. Donc comme vous le voyez, ce panneau permet vraiment de faire énormément d'options. On peut même choisir maintenant le mode de la texture. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous laisse expérimenter un petit peu tout ça, parce que sinon cette vidéo va vraiment durer 3 heures. Juste à côté, nous avons forme double. La forme double est un petit peu plus difficile à expliquer, mais une fois que vous avez compris, cela semble assez logique. Pour vous l'expliquer, je vais repartir de mon pinceau de base, forme ronde, comme vous le voyez ici. Je vais cette fois-ci désactiver la texture, et lui activer une forme double. Donc de base, mon trait s'affiche comme cela, et je vais venir lui appliquer une forme différente, en texture double. Je vais prendre par exemple mon carré qui était là tout à l'heure, je vais augmenter son pas, je vais augmenter un petit peu sa taille, et vous allez voir ce que ça donne. Donc là, comme vous le voyez, la forme du coup de pinceau qui est appliqué sur le document reste la même, c'est-à-dire une espèce de rond qui va faire un trait arrondi. Seulement, à l'intérieur de celui-ci, on ne va afficher de la couleur que dans tout ce qui est affiché dans la forme double que j'aurais choisie. C'est-à-dire que cette forme double ne va pas dépasser de mon trait d'origine, et tout ce qui sera rempli en couleur par le pinceau ne sera que ce qui est compris à la fois dans le premier coup de pinceau et à la fois dans la forme double qui est à l'intérieur. Donc vous voyez que tout ce qui n'est pas inclus dans le trait de pinceau a été coupé, on peut le voir ici sur les bords, vous voyez que ça a été coupé, et de même la couleur n'a pas été remplie dans les interstices entre les coups de pinceau carrés, qui constituent la forme double à l'intérieur. Attaquons-nous maintenant au réglage suivant, à savoir la dynamique de couleur. Alors je vais faire un trait de base qui va servir de témoin lorsque c'est désactivé, et lorsque je vais cocher dynamique de couleur, encore une fois plusieurs options se présentent à moi. Vous voyez que lorsque je l'ai coché par défaut, et que par défaut la variation de premier plan, arrière-plan est de 0%, eh ben j'ai déjà un petit changement. Vous voyez qu'il y a une légère transition de couleur, de teinte, dans mon trait de pinceau. On va accentuer ça avec quelques réglages un peu plus intenses. Déjà, en passant la variation premier plan, arrière-plan à 50%, vous voyez que mon pinceau a varié aléatoirement entre la couleur de premier plan et la couleur d'arrière-plan. Donc c'est pour ça qu'on aura à 50% la valeur de la première couleur, qui est donc le bleu, et à 50% la valeur de celle d'en dessous, à savoir le blanc. Si maintenant je passe à 80% par exemple, nous allons avoir 80% blanc et seulement 20% de bleu. Si au contraire je fais 20%, nous aurons le rendu inverse, à savoir beaucoup plus de bleu que de blanc. J'efface tout ça. Ensuite, on peut également faire varier la teinte. Donc là, comme vous le voyez, à chaque trait de pinceau, la teinte varie. On peut aller jusqu'à 100% pour prendre vraiment des couleurs multicolores. Voilà, si vous êtes un hippie fan des effets psychédéliques, ce brush est fait pour vous. On peut également faire varier la saturation. Donc là, comme vous le voyez, un coup ce n'est pas très saturé, un coup c'est très saturé, c'est-à-dire que les couleurs sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus vives. Mais on rentrera dans les détails de la couleur beaucoup plus tard dans le programme. Voilà, je remets un trait par défaut. Je vais choisir en couleur secondaire du vert, et regardons ce que ça donne. Maintenant, je vais faire varier la luminosité. Donc là, vous allez voir que c'est vraiment l'intensité lumineuse de mon brush qui va varier, de façon très aléatoire. C'est-à-dire qu'un coup, mon coup de brush va prendre une couleur aléatoire, mais il va l'afficher de façon très claire, et après de façon très sombre. Si maintenant je remets ça à 0, vous voyez que la luminosité reste toujours la même. Le contraste ne varie pas. Vous avez ensuite d'autres réglages comme la pureté. Je vous laisserai tester tout ça. En tout cas, comme vous pouvez le voir, les possibilités sont vraiment très intéressantes. Je vais d'ailleurs vous montrer un brush qui repose sur la dynamique de la couleur. Donc vous l'avez vous aussi
dans les brushes, si vous les avez téléchargés dans mes brushes. Ah bah il est juste ici, voilà, c'est celui-là, donc le Soft Color Randomizer. Donc là, vous allez voir lorsque je passe un coup. On va choisir du bleu à nouveau. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il fait une subtile variation de teinte et de saturation entre chaque coup de pinceau. De même, ici j'en ai un autre, dont l'effet est encore plus puissant. Vous voyez que celui-ci va faire varier la teinte, la luminosité, etc. de façon aléatoire. Et cela est vraiment intéressant pour ne pas avoir un rendu trop uniforme dans vos digital paintings. Ça peut être une petite astuce si vous souhaitez par exemple texturer votre fond ou texturer une matière et que vous voulez apporter un petit peu de dynamique dans cette couleur, un petit peu de changement, un petit peu de variation, ce qui peut donner un effet beaucoup plus réaliste. Voilà, je vais arrêter de m'attarder sur cette option. Pour ce qui est des options de transfert, on en a déjà parlé, on a donc une variation de l'opacité et du flux. Je vais expliquer juste après quelle est la différence entre l'opacité et le flux. Je vous passe maintenant très rapidement en revue les derniers réglages du bas. Bruit permet de bruiter légèrement votre brush. Si vous regardez, si on zoome, on voit qu'il y a une espèce de bruit qui a été appliqué à mon brush à tous les endroits où celui-ci n'est pas totalement dur, c'est-à-dire là où il est assez flou, assez doux. Donc voilà, je vais pas rentrer plus dans le détail que ça, c'est pas spécialement intéressant. On va maintenant regarder l'effet des bords humides. Donc si vous regardez bien, vous pouvez voir sur les bords qu'on a vraiment une espèce de contour un peu plus foncé. Voilà, c'est pour reprendre un petit peu certains effets traditionnels, comme si on avait un pinceau qui était vraiment très humide. Bon, encore une fois, en digital painting, on s'en sert très peu, je connais personne qui s'en sert, mais je vous le montre quand même. Ensuite, en plus des bords humides, je vais activer l'accumulation. Donc non seulement mes bords vont avoir un rendu un petit peu spécial, mais en plus, si maintenant je ne bouge pas mon pinceau, vous pouvez voir le canevas, le document continue à se remplir de couleurs. Un petit peu comme si mon pinceau continue à déborder sur la feuille juste par simple contact avec la feuille. Je vous montre maintenant le tout dernier réglage de cette série, qui est le lissage. Alors si je n'active pas le lissage, faisons un petit trait comme si je voulais faire un trait de croquis. Donc, je vais prendre un pinceau de taille 6 pixels et je vais dessiner lentement et volontairement, en prenant mon temps, un trait sur mon document. Donc là, comme vous le voyez, le trait n'est pas très régulier, il est légèrement tremblotant. Et normalement, en activant le lissage, je ne vais pas totalement effacer ça, mais je vais l'atténuer un petit peu. Démonstration. Donc là, vous voyez que je ne triche pas, je vais à peu près à la même vitesse qu'avant. Et si on compare, mon trait est légèrement moins tremblant. Alors c'est vraiment très subtil, ça va dépendre des coups de pinceau que vous allez mettre. Pour ce qui est du tout dernier, protéger la texture, cela sert à protéger la texture que vous pouvez appliquer à votre pinceau. Je rentre pas dans les détails, je vous laisse expérimenter et voir ce que c'est. De toute manière, ça ne sert pas à grand chose. Et je pense d'ailleurs que vous ne toucherez probablement jamais à ces 5 réglages du bas. Voilà pour le petit tour d'horizon des différentes options de brush. Vous verrez dans la suite que dans un premier temps, on va très peu se focaliser sur toutes ces options. On va d'ailleurs assez rarement les changer à la main, à part celles qui reviennent très régulièrement. La plupart du temps, on va se reposer sur les custom brush déjà créés dans le pack de brush que vous avez normalement dû télécharger. Je vais de toute façon un petit peu plus loin dans cette partie, vous parler de ces différents brushes. Je vais vous parler maintenant très rapidement d'une autre possibilité offerte par les stylés en digital painting. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire varier bien entendu la position de votre stylet sur la surface tactile, ce qui vous permet de dessiner. Vous pouvez également faire varier la pression, et vous pouvez également faire varier son inclinaison. C'est-à-dire que selon la façon dont votre stylet va être incliné sur la surface, vous aurez des résultats différents. Alors ce réglage est généralement très peu utilisé en digital painting, mais je vais quand même vous en parler. Certains brushes prennent en compte l'inclinaison, notamment ici si vous allez dans forme, vous descendez tout en bas, vous allez avoir certains brushes qui ont un affichage vraiment différent. Comme vous le voyez ici, on reconnaît très bien un crayon, une brosse de pinceau, etc. Ici je vais prendre le crayon, et lorsque je vais passer sur mon document, vous voyez en haut à gauche que j'ai
une petite fenêtre qui est apparue. Cette petite fenêtre va varier en temps réel dès que je passe sur mon document. Vous voyez que là, l'inclinaison du pinceau change. Là, pour l'instant, je ne touche pas encore la surface tactile avec mon pinceau. J'ai juste le stylet qui est au-dessus. Vous voyez que si je le penche, le pinceau va en 3D se modifier. Il va modifier son inclinaison et son affichage. Je vais maintenant dessiner sur la tablette en appuyant pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, je garde un trait relativement droit. Tandis qu'ici, je vais maintenant incliner mon stylet. Vous voyez que le trait est beaucoup plus épais. Il a vraiment varié en fonction de l'inclinaison. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne. Donc ça peut être assez intéressant si vous recherchez des sensations un peu plus proches du traditionnel. Vous voyez que les résultats sont différents au niveau des poils de la brosse. Donc là, vous pouvez obtenir des effets assez intéressants. Très honnêtement, je ne connais pas ou je n'ai jamais vu de Digital Painter qui se serve vraiment de ces réglages-là. Mais pourquoi pas? Alors, je vais vous montrer encore deux autres choses essentielles en Digital Painting lorsque vous utilisez le pinceau. La première est l'emploi de la pipette. Je reprends mon brush de base et admettons que je remplisse plusieurs traits de plusieurs couleurs différentes. Donc je vais en faire un en bleu, je vais en faire un autre avec du vert. Et vous allez voir que lorsque ces deux couleurs vont entrer en contact, elles vont se mélanger à l'endroit où la transparence n'est pas à 100%. C'est-à-dire que si j'appuie à fond, mon trait vert va entièrement recouvrir mon trait bleu. Par contre, si je passe dessus avec une opacité réduite, les deux couleurs vont se mélanger. C'est d'ailleurs ça le principe du blending, qui sera dans le chapitre 3. Donc je ne veux pas trop rentrer dans le détail pour l'instant par rapport à ça. Mais ce que je voulais vous montrer, et que en superposant ces deux couleurs, ce que vous ferez absolument tout le temps en Digital Painting, vous obtenez de nouvelles variations de teintes à l'intérieur de cette zone. Alors, pour récupérer cette couleur, vous pouvez par exemple prendre l'outil pipette, qui est juste ici, le raccourci et la touche I, et vous pouvez pipeter l'intérieur. Donc vous voyez, lorsque je maintiens la pipette activée, qu'on a dans le demi-cercle du bas la couleur qu'on avait précédemment sélectionnée, et dans le demi-cercle du haut, celle que vous choisissez maintenant. Si je passe sur le bleu, je vais maintenant changer pour du bleu. Si je repasse sur ce vert, vous voyez que je change sur du vert. Et ce que vous aurez besoin de faire sans cesse, c'est vraiment de prendre avec la pipette la couleur que vous venez de créer en superposant deux traits. Et pour cela, il y a une astuce qui est bonne à connaître. C'est tout simplement en gardant l'outil pinceau. Vous allez donc peindre vos différents traits. Vous allez obtenir des couleurs différentes. Et pour récupérer ces couleurs, peu importe laquelle, tant qu'elle est sur votre document, il vous suffit d'appuyer sur la touche Alt. Et là, vous voyez que la petite pipette s'affiche, et si j'appuie, le résultat est le même qu'avant. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de changer d'outil sans cesse pour changer la couleur. Donc entre devoir faire trait bleu, je reviens sur la pipette, je prends ma couleur verte, je reprends ensuite mon pinceau et je peux enfin commencer à remplir. Là, tout ce que vous avez à faire, c'est Alt, clic et vous avez la bonne couleur. Une autre petite astuce qui est absolument cruciale est la capacité de tourner votre document de travail un petit peu à la façon d'une feuille de papier. Vous pouvez tourner votre document. Ainsi, vous serez plus à l'aise pour faire certains traits avec précision. Voilà pour ces deux petites astuces assez essentielles à connaître. Je voulais vous les expliquer dès le début parce que je ne vais peut-être pas revenir tout le temps dessus dans la suite lorsqu'on va passer un petit peu dans le vif du sujet, à savoir concrètement comment peindre en Digital Painting avec le brush. Juste un petit rappel avant que tu décolles. Comme expliqué au début, cette vidéo fait partie des cours du programme indispensable disponible sur digitalpainting.school. Je t'invite donc à t'y inscrire gratuitement et à suivre ces cours directement là-bas, car tu pourras en plus avoir l'intégralité des vidéos gratuites et même les payantes par la suite. Et surtout, tu pourras télécharger gratuitement les fichiers liés à ces cours et faire tous les exercices inclus dans le chapitre. A bientôt pour la suite des cours. A plus l'artiste.